Tu vois, dans ce partage des responsabilités, le parent est responsable du quoi, du quand, du où et du comment, mais l'enfant est responsable, et ça c'est super important, du si et du combien. Ça veut dire que ton enfant est responsable de combien il mange. Est-ce qu'il a faim ou est-ce qu'il a pas faim, et quelle quantité il mange. Hey hey! Allez, si vous écoutez La Matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité, ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la matrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast La Matrescence se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. Mille merci, let's go. Nos enfants occupent une bonne partie de nos préoccupations. On a envie qu'ils soient heureux, qu'ils aient des amis, qu'ils s'entendent bien avec leurs frères et sœurs s'ils en ont, qu'ils aient de bons résultats à l'école, bref, on a envie du meilleur pour eux. Mais surtout, on a envie d'être sûr qu'ils mangent correctement, que ce qu'il y a dans leur assiette termine dans leur ventre et que les repas se déroulent sans chahut, cris, menaces ou chantage. Le rêve, je sais. Le repas peut cristalliser beaucoup de tensions au sein des familles. Mais il existe des tips pour faciliter les moments de convivialité. Solène Collin est diététicienne nutritionniste spécialisée en pédiatrie. Dans cet épisode, Solène dédramatise l'approche du repas. Elle vous encourage à changer de regard sur votre approche parce que oui, par exemple, mettre du ketchup ou un aliment ami dans un repas où on fait goûter de nouvelles saveurs est une super stratégie. Alors embarquez avec nous pour du fun et du lâcher-prise autour des repas. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Solène. Hello. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'aime beaucoup ce que tu partages sur les réseaux sociaux autour de la nourriture, de l'éducation autour de la nourriture et pour les enfants parce que, comme tu vas le voir dans ma première question, c'est un sujet central. Et justement, au sein des familles, chez les parents, c'est une grande source d'angoisse finalement, les repas, plus que de moments paisibles et tranquilles où comme on pourrait le voir dans les films, c'est un chouette moment. Parfois, c'est complètement l'inverse. Pourquoi est-ce que ça peut devenir une source d'angoisse, ce moment du repas ? Je pense que l'alimentation, déjà, alors tu as raison dans ce que tu dis, parce que moi je rencontre même au cabinet, tu vois, de plus en plus de parents qui sont très stressés. Il y a beaucoup d'anxiété. Alors il y a plein de facteurs. Je pense qu'aujourd'hui, et d'un côté c'est bien, mais on reçoit beaucoup d'informations. Et qui dit beaucoup d'informations dit aussi qu'on a envie de faire du mieux qu'on peut, et quelquefois, on sait plus trop dans quel sens partir. Après, je pense que l'alimentation, donc il y a ça, mais c'est aussi quelque chose de très personnel. On a tous et toute une histoire par rapport à l'alimentation. Un rapport à l'alimentation bien spécifique, que ça soit avec nos parents, que ça soit nous-mêmes, avec notre corps, avec plein de choses. Et on projette beaucoup aussi du coup sur nos enfants tout ce qu'on souhaite et tout ce
qu'on souhaite, tout ce qu'on ne veut pas aussi, tout ce qu'on ne veut plus. Donc je pense qu'il y a aussi un stress par rapport à ça. Finalement, l'éducation alimentaire, c'est une part de l'éducation. Enfin, tu vois, le rapport à l'alimentation, avoir des enfants qui ont un rapport sain à la nourriture, qui mangent bien. Enfin, c'est une grosse part de l'éducation. Et je pense qu'avec tout ce qu'on sait aujourd'hui sur l'alimentation, à quel point c'est important pour notre santé, hop, on a, un petit facteur de stress qui vient se rajouter à tout ce qu'on sait aujourd'hui sur l'enfant. Et quelquefois, ce stress, cette anxiété prend finalement le pas sur le plaisir. Comment est-ce que tu décrirais un rapport sain d'un enfant face à l'alimentation ? En fait, ça va beaucoup, quand je lis, par exemple, il y a des nutritionnistes canadiennes qui travaillent beaucoup sur le sujet. Au Canada, ils travaillent beaucoup sur ces sujets-là, sur le rapport au corps, etc. Déjà, un rapport sain à l'alimentation, ça se rapproche un petit peu de l'alimentation intuitive. Tu vois, c'est des thèmes qu'on peut avoir. L'idée, c'est de se dire, déjà, je pense qu'on parle beaucoup d'alimentation, mais on parle pas souvent de corps. Alors déjà, pour moi, c'est un rapport sain à son corps. C'est avoir une image corporelle positive, se sentir bien dans son corps. Je pense que déjà quand on se sent bien dans son corps, on a envie d'y apporter des choses saines, etc. Et on ne culpabilise pas si on apporte de temps en temps un petit truc qu'on sait un peu moins sain, mais qui nous fait plaisir parce que ça répond à certains besoins du moment. Un rapport sain, c'est aussi des enfants pour moi qui vont découvrir les aliments, prendre plaisir à venir à table, plaisir à partager un repas en famille, plaisir à cuisiner. Alors après, on n'aime pas, chacun, voilà, qui vont avoir envie de découvrir, avoir envie de cuisiner, qui vont pouvoir goûter un petit peu à tout, ou au moins accepter d'explorer, qui vont pouvoir se retrouver face à un paquet de gâteaux. Alors on a tous ces moments où on a un paquet de gâteaux et on se dit mais qu'est-ce que je fais avec ça, j'ai envie de le manger, etc. Mais qui vont ne pas développer de culpabilité. Tu vois, je peux manger un paquet de gâteaux et pas développer une grande culpabilité, me sentir très bien, me dire que le surlendemain, ça ira. En fait, c'est finalement manger sans finalement trop se préoccuper, trop s'inquiéter. Tu vois, c'est je mange, je me fais plaisir. C'est avoir un peu toutes ces dimensions de l'alimentation. Pour moi, c'est ça qu'il faut qu'on essaye de transmettre à notre enfant et à nos enfants. Et c'est ça, finalement, avoir un rapport sain à l'alimentation. C'est manger pour répondre à ses besoins. Et parfois, c'est des besoins physiques. J'ai faim, il me faut de l'énergie tout de suite. Parfois, c'est des besoins peut-être de réconfort. Mais tout ça sans culpabilité, avec modération, du bon sens, de l'équilibre. Un petit peu tous ces mots. Et on a un peu tendance tous à partir dans des extrêmes, d'un côté ou de l'autre. Et du coup, c'est réussir à être dans cet équilibre, finalement, qui est, je crois, quelque chose qui n'est pas simple à trouver. Et de ce que j'entends, ça vient finalement beaucoup de nous, les parents. Le fait que nos enfants aient un rapport sain à l'alimentation, vu que c'est nous qui les initions, c'est nous qui cuisinons, c'est nous qui sommes garants de t'as le droit ou t'as pas le droit, ou c'est ok ou c'est pas ok. C'est la responsabilité, elle est sur nos épaules. J'essaye pas de faire culpabiliser les parents, mais j'essaye juste de dire qu'au final, c'est ça, c'est ce que nous, on leur transmet, qu'ils ingèrent et qui, au final, est-ce qu'ils envisagent de la nourriture ? Les parents ont forcément un rôle à jouer parce que, bien sûr, il y a déjà les parents, il y a ce qu'on appelle le partage des responsabilités qui a été créé par Evelyne Satter. On dit quand même que le parent est responsable du quoi. Donc déjà, le parent est responsable de ce qu'il propose à l'enfant. Le quoi, le où, le quand, le comment aussi. Le parent est responsable du comment. Et ça, le comment, c'est très important dans la bonne humeur, dans le plaisir, etc. Donc déjà, forcément, le parent a une responsabilité. De toute façon, le parent a une responsabilité. Après, on est bien sûr que l'enfant va se construire, etc., avec son caractère, son tempérament, tout ça. Mais oui, le parent a une responsabilité. Et c'est aussi comment nous, on parle. Tu vois, t'es à table avec ton enfant et puis tu vas manger, tu dis « bah non, je mange pas ça, je vais grossir » ou « non, ça ». Enfin, l'image que toi, tu as à ton propre corps, les commentaires que tu peux faire toi sur ton propre corps, les commentaires que tu peux faire quand t'es dans la voiture sur d'autres personnes, tout ça, ton enfant, il l'entend en fait, forcément. Donc, même sans mauvaise intention, parce qu'on fait tous du mieux qu'on peut, forcément, ton enfant, il s'imprègne de tout cet environnement. Donc oui, les parents ont un rôle à jouer. Mais d'où le stress et l'anxiété dont on parlait au début, parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens, et je pense que ceux qui nous écoutent, en ont particulièrement conscience et se disent, ok, et souvent j'ai ça, mais je sais, mais comment je fais en fait ? Comment je fais ? Et c'est ce que j'essaye de partager au quotidien, au maximum, par exemple, sur mon compte Instagram. Alors, comment est-ce qu'on rend un repas fun ? Alors déjà on arrive sans trop d'exigences parce que tu vois souvent on arrive, alors on connaît l'assiette équilibrée, hein, tu vois, maintenant je pense qu'avec toute la sensibilisation qui existe on sait à peu près ce qu'il faut dans l'assiette et du coup on arrive avec notre petite, tu sais, on avait notre petit bébé là, on lui préparait, on l'asseyait dans sa chaise haute et on l'avait en face de nous et c'était trop bien parce qu'il mangeait de tout, tu vois, les brocolis il adorait tout, il mangeait tout, et puis quand l'enfant grandit,
ça marche plus, ça coince, et qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et donc on arrive avec notre petite assiette parfaite, équilibrée, et là en fait, comment on fait? Donc pour rendre fun, déjà, il faut arriver avec pas trop d'exigences. Arriver en se rendant compte que suivant l'âge de son enfant, il traverse des phases de développement. Et je sais que tu l'as abordé dans plein d'autres épisodes avant sur le podcast. Et donc forcément, toutes ces phases de développement vont impacter aussi le comportement à table et le rapport à l'alimentation. Donc déjà, on arrive en se disant, en se mettant un petit peu dans les baskets de notre enfant. On apporte un cadre, notre rôle c'est d'apporter un cadre, on est bien d'accord, mais on peut aussi se mettre un petit peu dans les baskets de notre enfant. Un enfant à l'âge de 3 ans face à son assiette pleine de légumes, il va pas réagir du tout comme un bébé de 8 mois, tu vois. Il n'a pas du tout le même rapport. Donc on arrive, on fait toujours en sorte qu'il y ait un aliment ami dans l'assiette, un aliment où l'enfant va arriver et se dire celui-là je l'aime bien, celui-là il me plaît, il me donne envie de manger. Souvent c'est ce qui croustille, hein. Les enfants ils adorent ce qui croustille, et ce qui est beige aussi, ils ont un amour de tout ce qui est beige, les pâtes, le pain, tout clair. ça. Ah, c'est l'amour du beige. C'est les pâtes, le pain, ben voilà, c'est ça, on le sait. Donc on peut mettre un petit peu de ça dans l'assiette. Et puis après, on va mettre les autres aliments qu'on sait qui sont un petit peu nutritionnellement intéressants pour eux. Donc je pense aux légumes, mais ça peut être aussi les légumineuses, puis plein de choses. Et puis notre job, ça va être finalement de leur faire explorer, de leur faire découvrir, mais de façon un petit peu sympa. Et c'est plus sympa, tu vois, de prendre un haricot vert et de s'en faire une moustache, d'essayer de dire qu'on mange papa brocoli, bébé brocoli, des choses comme ça. Après, on peut faire d'autres choses quand l'enfant grandit, plutôt que de dire, mange tes haricots verts, sinon t'as pas ton dessert. Donc, tu vois, il y a plein de choses qu'on fait. Moi, je dis toujours aux parents, mais amusez-vous. Mettez les enfants, tu vois, dans la tranche d'âge, le 2-6 ans, là, ils sont dans l'imaginaire, ils sont dans tout ça, c'est génial. Enfin, c'est une énorme clé pour nous, pour leur faire découvrir plein de choses. Et je leur dis, mais mettez un pied dans l'imaginaire de votre enfant, retrouvez votre âme d'enfant, amusez-vous. La découverte des légumes, de tout ça, ça peut être super drôle, on peut y arriver. Et ça, on arrive à le faire si déjà là-bas, je te dis, on n'a pas un niveau d'exigence trop élevé, on fait baisser la pression. On se dit qu'on peut découvrir les aliments, ça c'est assez important, autrement qu'en les ingérant à tout prix. Tu vois, en ingérant tes 120 grammes de légumes parce qu'on t'a dit qu'il fallait ingérer 120 grammes de légumes. Ça marche pas parce que si l'enfant veut pas les ingérer, ça marche pas, il va pas ouvrir la bouche. Donc comment on fait? Et en fait, en entrant dans le jeu, dans le ludique, dans l'imaginaire, en imaginant plein de petites choses, je te dis, moi je fais la moustache, on fait le morse, je me mets un aliment entre les dents et je dis à mes filles, est-ce que tu comprends ce que je dis, etc. Ça les fait beaucoup rire. Donc faut savoir un peu, tu vois, se mettre dans cette position. Et franchement, ça fonctionne. L'enfant, il rigole. Et tu vois, il se dit pas, oh, je suis en train de manger mes légumes parce que c'est bon pour la santé. Il se dit, je suis en train de passer un super moment, on rigole. Et en fait, ça peut être chouette. Je pense que nous aussi, tu vois, il y a quelque chose, c'est que nous, il faut aussi qu'on se dise, on a une espèce de vision. On se dit, les légumes, c'est bon pour la santé. Et on mange des légumes pour ça. Alors que non, changeons notre propre vision des choses. C'est chouette, c'est coloré, c'est plein d'odeurs, plein de saveurs. C'est super chouette. Et si on transmet ça, cette énergie-là à nos enfants, on peut y arriver, quoi. Et puis, quand c'est cuisiné d'une façon qu'on aime, c'est bon. Exactement. Ouais, c'est ça, en fait. Et c'est ça aussi, tu vois, ce que tu dis, cuisiner de façon qu'on aime, c'est important parce que ça, quand l'enfant grandit, on peut aussi, petit à petit, lui dire, bon, ok, tu l'aimes pas comme ça, mais comment on pourrait le faire pour que tu l'aimes? Tu vois, en fait, on peut le rendre acteur. Je sais pas, par exemple, les œufs, je sais pas toi comment tu les manges, mais moi je déteste l'omelette. Là, ça ne peut pas franchir ma bouche, mais j'adore les œufs au plat. Bon, finalement, si je mange pas d'omelette, c'est pas très grave, on s'en fiche. Donc, tu vois, un enfant, c'est pareil. Ok, tu les aimes pas de cette façon-là. Est-ce que si on met du fromage, est-ce que si on fait un gratin, si on fait une soupe, est-ce qu'on les mange en crudité? Et c'est tout ça qu'on peut explorer finalement avec un enfant, tu vois. T'as tout à fait raison. Et t'as raison sur le côté crunchy. Mes filles adorent le brocoli, mais que s'il est crunchy. Ouais. Si je l'ai fait à la vapeur, c'est mort. Il y a plus personne. En fait, le croustillant, on le sait, ça plaît beaucoup aux enfants parce qu'il y a un feedback sensoriel. C'est-à-dire que quand tu croques, les enfants, ils mangent avec leur système sensoriel. Vraiment. Ils mangent, et nous aussi, hein, mais eux encore plus, tu vois. Ils mangent avec les yeux. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu leur poses une assiette, parfois juste à la vue, ils te disent non, quoi. Mais ils mangent avec les yeux, avec l'odeur, avec les bruits. Et ce qui croustille en bouche, ça renvoie vraiment un feedback sensoriel qui leur plaît énormément. Donc, ils adorent le crunchy et c'est un énorme allié. Un enfant qui aurait du mal à découvrir des aliments, on peut lui dire, viens, regarde, on croque et on voit qui c'est de nous deux qui fait plus de bruit. Oh, c'est toi qui fais plus de bruit, moi j'arrive pas, etc. Ou on essaye de faire des concerts de légumes en croquant. Et ça, si toute la famille à table se prend au jeu, ça peut fonctionner en fait. Ça peut vraiment fonctionner. On comprend donc leur amour pour les chips. Exactement, parce que ça croustille, et puis parce que il y a aussi cette dimension que
Rien ne ressemble plus à une chips qu'une autre chips, tu vois. Ça, c'est la force de certains produits industriels, c'est que ils sont un petit peu, déjà, ils arrivent dans un petit paquet. Tu sais, il y a un côté un peu, ils sont dans un petit paquet, on ouvre le paquet, ça fait du bruit, puis il y a des couleurs sur le paquet, et puis après, ça croustille. Donc oui, il y a tout un univers. Mais maintenant, on a de la chance, il y a des chips de légumes qui existent, et on peut réussir à faire découvrir finalement ces aliments-là. Parfois, c'est tous ces petits aliments qu'ils adorent, c'est une porte d'entrée pour aller vers d'autres choses. Parce qu'après, les chips, on peut faire des chips de légumes, et puis on peut les faire maison, etc. Et on peut amener comme ça, par des petites transitions, l'enfant à découvrir d'autres choses. Est-ce que tu pourrais nous reprendre un tout petit peu les phases de développement normaux pour un enfant, tu vois, leur fenêtre d'ouverture, 18 mois, 2 ans et demi, qu'est-ce qui est normal en fonction des âges? En fait, souvent, on dit que le 4-12 mois, tu vois, c'est le début de la diversification jusqu'aux 12 mois de l'enfant. C'est un peu la phase qui est censée être simple, facile. Tu vois, c'est t'arrives avec ton brocoli et ton bébé, il s'éclate. T'arrives avec tes asperges, mais avec toutes les choses comme ça. Et ton enfant, c'est censé être facile. Donc le 4-12 mois, c'est fluide. L'enfant, il explore. Il va écraser avec ses petites mains, s'en mettre partout. C'est une très bonne nouvelle s'il s'en met partout. Nous, dans cette phase-là, on encourage vraiment l'exploration, quoi, avec les mains. Laissez vos enfants manger avec les mains, c'est très important. Donc toute cette exploration, le développement de l'oralité, etc. Le 4-12 mois, puis il y a la mastication petit à petit qui se met en marche. Donc le 4-12 mois, c'est censé être simple. En général, c'est plutôt facile. Les parents ont une inquiétude sur les quantités, sur quoi proposer, mais en tout cas, l'enfant à table, ça se passe de façon plutôt fluide. Et puis après, l'enfant, 12 mois, on peut avoir les phases, tu sais, où il jette tout par terre, là, il teste la gravité. Et hop, il jette tout par terre, donc ça commence, mais on sait que c'est des phases qui passent. En général, si on arrive à respirer un petit coup, et il y a des comportements alimentaires, des comportements comme ça qui partent aussi vite qu'ils sont arrivés si on n'y accorde pas trop d'importance. Tu vois, il y a des phases où ils mettent les pieds sur la table et on se dit mais qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc là, il y a 12 mois. Et puis après, ça va être la deuxième phase, c'est autour de 18 mois, mais surtout 2 ans, on entre dans ce qu'on appelle la néophobie alimentaire. C'est un peu la crainte des aliments nouveaux, même s'ils les ont très bien mangés quand ils étaient bébés. La néophobie alimentaire, ça touche 77% des enfants. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas seul à vivre ça, déjà, c'est assez rassurant. Et ça peut durer jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc tu vois, en fait, cette phase, c'est vraiment le moment où, moi j'ai toujours une image, je dis, là, vous êtes dans une zone de turbulence, on y est, 77% des enfants y sont, beaucoup de parents vivent la même chose que vous. Et là, l'idée, c'est faut maintenir le cap. Et si vous maintenez le cap, ça va bien se passer. Ça va secouer, mais ça va bien se passer. Et en fait, cette phase-là, c'est une phase où l'enfant qui mangeait très bien ses légumes avant n'en veut absolument plus. On va te dire qu'il veut sa banane coupée en deux, et si t'as le malheur de la couper en deux, ça va pas du tout. Il faut que l'assiette soit de la bonne couleur. Il faut que ça soit lui qui... Enfin, tu vois, c'est une phase d'affirmation, de différenciation, d'opposition aussi, et où finalement, il y a beaucoup de tensions et de conflits qui peuvent se créer petit à petit autour de ce temps de repas à table, parce que les parents arrivent toujours pareil avec ce gros bagage de il faut faire ça de cette façon, et là ça coince, pourquoi? Donc en fait, cette phase de néophobie, elle dure, et si on tombe pas dans certains pièges, ça peut, on peut avoir un enfant déjà qui est autour de l'âge de 3 ans, parce qu'à 3 ans, ils entrent encore dans un autre stade. 3 ans, ça peut un petit peu s'améliorer, et ainsi de suite. Donc il y a l'entrée à l'école, en plus, donc manger à table avec les copains, ça peut beaucoup aider. Mais c'est vraiment une phase où l'enfant qui mange bien un jour sur 2, l'enfant qui va manger que le midi et pas le soir, l'enfant qui va prendre, tu sais, tu lui fais une petite poêlée, puis il va trier un par un, il va te sortir, et puis il va te repérer le petit bout de ce que t'as mis qu'il ne veut pas, là, il va te le tirer. Tout ça, c'est des comportements finalement plutôt typiques. Là où nous, on dit faites attention, c'est si ces comportements s'accentuent énormément, qu'il y a beaucoup de tensions qui se créent, et là, on dit ok, ça peut valoir le coup de consulter. Mais sinon, c'est des comportements typiques, et on a plein d'armes en tant que parents face à ça. Et ensuite, après 10 ans, il n'y a plus de phase de rejet, de non-rejet. On rentre dans d'autres choses. On en parlera après aussi. On pourra parler du TCA. Mais à partir de 10 ans, c'est quoi la phase dans laquelle on monte? Après, en fait, c'est un petit peu différent. Déjà parce que l'enfant, il est dans un stade cognitif qui est différent. Tu vois, il y a des auteurs qui ont dit que sur le comportement alimentaire, à partir de 8 ans, déjà, on est sur quelque chose d'à peu près stable. Okay. À partir de 8 ans. Donc c'est un petit peu différent, même tu vois, quand on va accompagner des enfants plus grands, le jeu et le ludique qui marchaient très bien quand ils sont plus petits, à 10 ans ça marche pas tout à fait de la même façon. Il y a un rapport au père, tu vois, qui va s'installer aussi, au groupe d'amis, etc. Donc c'est un peu différent. Moi, c'est pour ça qu'au cabinet, je ne travaille pas par exemple avec les adolescents, parce que c'est pas la même chose.
c'est pas pareil. Moi, je suis plutôt sur des enfants de moins de 12 ans parce que après, on est dans autre chose et c'est pas le même type d'accompagnement. Non, mais ça paraît logique dans leur développement que ça reste dans l'enfance et après on est dans l'adolescence. Du coup, tu en as un tout petit peu parlé, mais comment clairement on peut capter que notre enfant a un trouble de l'oralité? Donc déjà, tu peux définir ce que c'est le trouble et quels sont les signaux à capter, à vérifier. Ouais. Alors en fait, le trouble, maintenant on dit la nouvelle terminologie, c'est le trouble alimentaire pédiatrique. Je sais pas si certains en entendront, mais c'est vrai que beaucoup de gens disent encore trouble de l'oralité. C'est pour dire aux gens que c'est la même chose parce que j'ai déjà eu la question, mais est-ce que c'est pareil? Enfin, ils ont mis un nouveau terme parce qu'il y a plein de choses là-dessus. Ça fait pas consensus, hein, ces histoires d'oralité alimentaire. Mais en tout cas, c'est un apport qui va être inapproprié par rapport à l'âge de l'enfant pendant plus de 2 semaines. Déjà, ça dure plus de 2 semaines. Après, il peut y avoir quelque chose de chronique qui dure plus de 3 mois ou de aigu, moins de 3 mois. Et en fait, qui va être associé à des dysfonctionnements. Ça peut être médical, nutritionnel. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, c'est l'idée de se dire, par exemple, tu vois, un enfant qui... à 2 ans, va encore manger que de la purée, qui va pas passer au morceau. Ce n'est pas associé à une courbe de poids. Ça, c'est important à dire. Il y a des enfants qui ont des très bonnes courbes de poids et qui ont quand même un trouble de l'oralité, parce que ça, c'est ce qu'on entend souvent. Et où en fait, ok, l'enfant a une bonne courbe de poids, mais par contre, les parents sont obligés de développer des stratégies incroyables, un spectacle en 4 actes, vraiment, pour que l'enfant mange un tout petit peu. Donc, tu vois, c'est tous ces signes-là. Alors, il y a plusieurs signes d'appel. Ça commence dès tout petit, difficulté à l'allaitement. En fait, c'est pas un signe, c'est vraiment le cumul, tu vois, quand on fait l'anamnèse. Difficulté à l'allaitement. Puis quand on est passé au purée, bah, ça marchait pas trop, il tournait la tête, la cuillère, il voulait pas. Quand on a voulu passer au morceau, il en voulait pas. Pas de passage au morceau. Ça, c'est important de le dire. S'il y a pas aujourd'hui, l'évolution des textures, elle est quand même recommandée avant l'âge de 10 mois. Donc, s'il y a pas de possibilité d'évolution de texture, il faut laisser du temps à l'enfant, on est d'accord, mais en tout cas, il faut s'interroger. À 2 ans, manger que des purées. Alors, si les parents n'ont jamais exposé, c'est une chose, mais si les parents ont essayé et que ça n'a pas fonctionné, on peut s'interroger. Ça peut être aussi un comportement à table. Des enfants, qui vont, moi j'ai déjà vu, qui vont vraiment pleurer quand vous les mettez dans la chaise haute, qui vont chercher à se retirer du contexte de repas. Tout ça, c'est des indicateurs. Et puis après, il y a des choses un petit peu plus spécifiques, comme par exemple si votre enfant tousse dès qu'il y a une prise alimentaire, voilà, des choses un petit peu plus spécifiques. Mais en tout cas, changement de comportement au passage à table, difficulté de passage à la cuillère, difficulté de passage au morceau, des conflits pendant les repas. Il faut savoir que quand même, s'il y a des tensions familiales très importantes, il faut consulter. En fait, c'est les parents qui vont vous dire mais en fait, ça a toujours été une galère, quoi. Depuis le début, c'est une galère. C'est vraiment une galère. Bah là, on peut se commencer à se dire, ok, faudrait peut-être aller consulter un professionnel spécialisé en oralité alimentaire. Je te demandais comment on fait un repas fun, mais comment aussi on fait en sorte que le repas, de manière générale, ça se passe bien. Est-ce qu'il y a des principes à respecter, à part, tu disais, lâcher prise finalement et revoir nos attentes, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que toute la famille soit en même temps? Est-ce qu'on laisse les enfants chacun leur tour quand on en a plusieurs manger à leur rythme? Tu vois, qu'est-ce qui est plus important à mettre en place pour qu'il y ait une harmonie autour du repas? Déjà, la première chose qu'on peut faire, et même si je sais que c'est pas facile parce que manger à 18h30, on n'a pas tous le temps et envie de faire, mais manger en famille, c'est super important. Ça, franchement, les études, elles sont quand même assez uniformes là-dessus. Alors, certaines vont te dire 3 fois par semaine minimum, d'autres 5 fois par semaine. Et tu vois, tout à l'heure, tu as dit le mot TCA, mais je sais que dans la prévention des troubles du comportement alimentaire, il y a des études qui ont été faites. Et un des axes de prévention, c'est ça. C'est le repas en famille, c'est manger ensemble. Il y a eu une corrélation qui a été faite entre le fait de partager des repas en famille et en fait le contrôle extrême pondéral que des adultes peuvent avoir ensuite après. C'est hyper important ces repas familiaux, donc c'est du mieux qu'on peut. Idéalement, c'est tous les jours, tous les soirs, mais c'est du mieux qu'on peut. On mange ensemble, on n'est pas là. Et déjà, en fait, tu sais pourquoi? Parce que quand tu manges avec ton enfant, t'es occupé face à ton assiette. T'es pas en train de le regarder. Parce que quand t'es dans une démarche de je fais manger mon enfant, en général, tu t'assois en face de lui. Toi, t'as pas grand-chose à faire, donc tu t'assois en face de lui et là, tu le regardes. Et tu le regardes et tu fais... Il y a une autre étude qui disait qu'on fait à peu près 48 commentaires sur un repas de 20 minutes. C'est énorme. Ça fait, je crois, un commentaire toutes les 20 ou 30 secondes, tu vois, de mémoire. C'est énorme. Imagine si toi et moi, on mange ensemble, je te fais ça. Tu vas te dire, mais tu vas me mettre une balle. Plus jamais tu manges avec moi, tu vois. C'est énorme. Parce qu'en fait, quand t'es assis face à ton enfant en train de regarder, et tu vois, en consultation, je sais que moi, je demande une vidéo aux parents. Et ça, c'est la thérapie par la vidéo, ça fonctionne bien. Il y a des parents, quelquefois, qui me disent « Oh, mais mon Dieu, on s'est vu, on s'est entendu, mais qu'est-ce qu'on est chiant !» Tu vois, avec toute la bienveillance du monde, mais on est insupportable. Et en fait, c'est là où, parfois, de manger avec son enfant,
bah, tu lui mets son assiette, tu te mets ton assiette. Toi, ton job, c'est que tu as respecté ta part de responsabilité, le partage des responsabilités dont on parlait tout à l'heure. Tu lui as mis une assiette. Alors après, on peut discuter, hein, est-ce qu'on lui met tout le dessert en même temps ou pas, etc. Toi, tu manges et puis il fait sa petite vie, en fait. Et déjà, ça commence par là. On peut aussi après encourager son autonomie. On peut lui faire ça marche bien, tu sais, le family style dinner, là, où en fait, tu mets tous les plats au milieu de la table et tout le monde se sert son assiette. Parce qu'il y a des enfants, si tu leur sers leur assiette, bah, les proportions, tu sais pas trop, puis il suffit que deux trucs se touchent que ça va pas. Alors que si tu apprends à ton enfant à se servir, bah, déjà, il va faire un petit peu sa petite salade ou son assiette un peu comme il apprécie. Donc, voilà. Manger avec son enfant, encourager l'autonomie, le faire se servir. On peut lui faire prendre part au process au maximum, mettre la table, pourquoi pas cuisiner, et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'il grandit, on va pouvoir transmettre des responsabilités. Donc pourquoi pas, l'enfant peut, si vous faites des menus, vous faites partie de cette catégorie de parents super organisés qui fait des menus, bah peut-être que je n'en fais pas partie, mais peut-être que, je sais pas si toi c'est le cas, mais peut-être que l'enfant un soir dans la semaine peut choisir le menu ou peut cuisiner. Moi, je conseille ça aux familles, tu vois, que ça soit l'enfant qui cuisine pour le parent. Et c'est génial. Bon, après, voilà, on le laisse faire. Mais tu vois, il y a plein de façons de faire prendre part à l'enfant au process, encourager l'autonomie à table, manger avec son enfant. Tout ça, ça permet d'apporter ce qu'on appelle un cadre qui est clair et constant. C'est-à-dire qu'on peut être dans l'écoute de l'enfant, on peut comprendre qu'il traverse des phases différentes, on peut comprendre que les haricots verts sont pas ses meilleurs amis, mais apporter un cadre clair et constant, c'est important. Ça veut dire aussi des temps de repas. Ça veut dire qu'on évite de manger un petit peu n'importe quand dans la journée. On apporte des temps de repas. On n'attend pas qu'un enfant, par exemple, assez jeune, passe 1 heure à table. Un repas, c'est 20 minutes, hein. Donc, tu vois, nous, on peut rester parler des heures à table, se dire que son enfant, il attend à côté, bah, ça peut créer des conflits etc. Donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça qu'on peut ajuster. C'est pareil, la notion entrée, plat, dessert, bah, un enfant tout jeune, je sais pas s'il l'aperçoit, et c'est pour ça qu'on peut servir tout à la fin en même temps. Donc, il y a plein de choses en fonction des familles, ça dépend aussi s'il y a des fratries ou pas, qu'on peut essayer de mettre en place. Mais je pense que l'élément vraiment le plus important, déjà, c'est de manger ensemble. Manger ensemble. Tu vois, t'en as un petit peu parlé de manger à 18h30, parce que c'est vrai que souvent les enfants, après une longue journée, ont faim assez tôt, mais ça, c'est encore une fois sous couvert que vous pouvez aller les chercher tôt Bien et sûr. en fonction de votre mode de vie. Hein. Mais moi, j'ai remarqué un truc, c'est comme on va quand même les chercher tôt et on mange vers 18h15 l'hiver et plus 18h30, 18h45 quand il fait un peu plus jour. C'est surtout que tu vois, l'heure du goûter est très proche. Comment est-ce qu'on fait quand ils ont mangé un bon goûter et que arrive l'heure du repas et au final, c'était il y a 1h30, 2 heures gros max? Et bah, ils ont pas si faim que ça, en fait. Est-ce qu'on s'inquiète? On se dit, bon, mais c'est pas grave, ils ont pris leur goûter, donc finalement, c'est normal qu'ils mangent peu. Déjà, faut se demander, est-ce qu'ils mangent bien le midi à la cantine? Parce que tu vois, un enfant qui mange bien le midi à la cantine, mais bon, ça c'est un autre sujet, les cantines, hein. Mais tu vois, c'est un enfant qui mange bien le midi à la cantine, il a pas forcément besoin d'un énorme goûter, tu vois. Après, c'est sûr que s'il mange rien le midi, bah forcément, il arrive au moment du goûter, il a super faim. Donc après, on peut faire aussi en sorte de proposer, nous on a cette espèce de tradition, de dire que bah au goûter, c'est les éléments sucrés, puis au repas les éléments salés, mais demain on peut très bien introduire, je sais pas moi, certaines choses un peu à découvrir, des petites crudités, je sais pas, des choses comme ça, dans le goûter d'un enfant pour lui faire découvrir. Alors je dis pas qu'il faut donner des carottes crues à un enfant au goûter et que ça et que c'est terminé, hein, bien sûr que non. Mais tu vois, déjà on peut introduire dans le goûter des petites choses à découvrir. Et parfois le temps de goûter, c'est un super moment pour découvrir des choses parce que c'est un moment où en général on met aucune pression à l'enfant. L'enfant il a faim, c'est un bon moment. Souvent on fait des découvertes assez sympas pendant le temps du goûter. Bon après, on peut aussi pourquoi pas réduire un petit peu ce goûter pour qu'en sorte qu'il y ait un repas du soir un peu plus conséquent, mais ça suppose qu'on avance le repas. Après ça dépend de l'heure à laquelle l'enfant le goûte, ça dépend de l'heure à laquelle on récupère son enfant de l'école. Mais après, il faut se dire que bah si l'enfant il a pas très faim le soir, bah c'est possible et c'est pas très grave. Déjà, il y a la fatigue de la journée. Moi, je dis toujours, les repas du soir, c'est jamais les plus grands moments. Hein. C'est jamais les plus grands moments. Tout le monde est fatigué, etc. Donc, on peut réduire le goûter. On peut essayer d'introduire des choses qui soient nutritionnellement intéressantes sur les temps de goûter, vraiment. Et puis, après, dans ce cas-là, on sert un repas. Puis, si l'enfant a pas forcément très faim, on respecte sa satiété. Mais parfois, en réduisant un peu le goûter, ça peut augmenter l'appétit. À voir après. C'est vraiment au cas par cas. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que le repas du soir, tu dis que c'est pas forcément le repas le plus ouf, et c'est pourtant dans la semaine le seul repas quasiment où on est avec nos enfants, et donc où cette envie de contrôle, cette envie d'être sûr que on est des bons parents parce qu'ils ont bien mangé émerge, et c'est là où le conflit apparaît et où on est en décalage avec leur journée en fait. Parce que tu vois, tu dis ce qu'ils ont mangé le midi. Moi j'ai la chance que mes 2 filles soient à l'école publique, donc elles ont le même repas. Mais ma petite qui a 3 ans, si ma grande m'a pas dit ce qu'elle a mangé, j'en sais rien.
Bah, bien sûr. Je sais, enfin, j'en sais rien, s'il y a les repas écrits, évidemment, mais c'est grâce à ça, au fait que ma grande raconte, que je me dis, ok, la petite, comment elle a mangé, ça passe. Oui. Mais c'est vrai que c'est aussi les âges, c'est pas facile d'avoir la notion de ce qu'il y a eu ou pas dans la journée. Ouais, ça c'est pas facile. Alors après, il y a un repas qu'on oublie souvent, mais parce qu'on est pressé, c'est le petit déjeuner quand même. Et tu vois, le petit déjeuner, si tu souris, tu dis, mais j'ai pas le temps au petit déjeuner. Mais on peut faire plein de choses au petit déjeuner, parce que l'enfant, il est en pleine forme. En général, il se réveille, ça dépend lesquels. Enfin, moi, j'ai un modèle, je peux t'assurer qu'à 6 heures du mat, elle est super en forme. Et du coup, en fait, tu peux déjà au petit déjeuner faire plein de choses. Tu peux partager le petit déjeuner avec ton enfant. Tu peux t'asseoir pour petit déjeuner avec ton enfant et déjà tu vois, manger un fruit, manger des choses comme ça. Donc déjà, il y a ce temps de repas. Après, il y a le midi. C'est vrai que c'est pas facile de savoir ce qu'ils ont mangé le midi à la cantine et du coup, t'arrives le soir, tu sais pas, etc. Mais t'as raison, je pense qu'il y a un espèce de décalage parce que déjà, en plus, toi, t'as ta journée de fatigue aussi dans les pattes, hein, donc t'es un peu moins patiente. Il faut être honnête, hein, moins patient, moins patiente. T'arrives avec tous tes objectifs en disant bon, il va manger ça, mais ça marche pas comme ça. En fait, ça marche pas comme ça. C'est mort. Si on va dans cette direction-là, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des situations de conflit et des enfants. De toute façon, dès lors que le parent essaye d'avoir trop de contrôle, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, parce que tu vois, j'accompagne aussi des enfants qui sont en situation de surpoids et d'obésité. Dès lors que le parent est dans une situation de contrôle, de faire manger plus ou moins, ou voilà, tu vas au conflit. Parce que, tu vois, dans ce partage des responsabilités, le parent est responsable du quoi, du quand, du où et du comment, mais l'enfant est responsable, et ça c'est super important, du si et du combien. Ça veut dire que ton enfant est responsable de combien il mange. Est-ce qu'il a faim ou est-ce qu'il a pas faim et quelle quantité il mange. Et ça, en fait, c'est finalement assez important et il faut le respecter le soir, même si toi, tu arrives avec tous tes objectifs. On peut que tu aies été un petit peu sur Instagram dans la journée et que tu aies vu des repas, tu t'es dit, allez, je vais faire ça, je suis super motivée. Et là, ton enfant, tu lui mets son assiette, il en veut pas. Et ça crée des frustrations énormes. Après, il y a des temps de week-end quand même. Tu vois, il y a le midi, le week-end, il y a les petits déjeuners, déjà, où on peut faire des choses. Il y a le temps de week-end. Donc, voilà, moi je dis toujours, le soir de la semaine, là, pas de pression, quoi. N'arrivons pas avec trop de pression. On fait à manger, on propose, et puis voilà. Et si l'enfant mange pas, si sa courbe de poids est bonne, bah peut-être qu'il mangera mieux demain. Et tout va bien se passer. En gros, on prend une quantité correcte, adaptée à son âge et à sa morphologie sur une journée ou sur une semaine ou sur 2 jours, tu vois, parce qu'on entend souvent dire ça, qu'il faut pas se focaliser sur ce qu'il a mangé sur la journée. Un enfant, c'est variable sur plusieurs jours. Sur quoi, toi, tu t'appuierais pour te dire, ok, sur 7 semaines, sur 2 jours, on doit faire quoi, on doit prendre quoi comme référence? À la semaine, parce que manger, c'est un comportement. Donc, à partir du moment où manger, c'est un comportement, c'est sous l'influence de plein de facteurs. Les émotions, la fatigue, la maladie, ce qui s'est passé dans sa journée. Je me suis fâchée avec mon copain, ma copine, plein de choses. Donc, si tu fais à la journée, ça coince. Et sur une semaine, bah, ton enfant, il va traverser plein d'émotions, il va être plus ou moins fatigué, plus ou moins réveillé, il va avoir dormi, pas dormi, etc. Donc, à la semaine, c'est bien. C'est pas mal, tu vois, de faire, comme tu dis, de regarder ce qui a été proposé le midi à la cantine. Parce que clairement, entre s'il y a eu poulet frites ou s'il y a eu, je sais pas, parfois ils nous sortent des petits mélanges un petit peu sympas, t'as quand même une idée de ce qui a été mangé ou pas. Je sais pas, hein, à moins que t'aies des super grands aventuriers à la maison, mais t'as quand même une petite idée de ce qui a été mangé. Tu te dis quand même que le poulet frites, il y a plus de chances qu'il y en ait mangé que les épinards à la crème, par exemple. Donc, tu vois, déjà à partir de ça, tu peux te baser un petit peu. Et à la semaine, c'est pas mal parce que moi, je dis aux parents, bah, certains soirs, vous faites des choses, vous savez que ça plaît aux enfants, que c'est simple. Il y a plein de choses. On peut faire des croque-monsieur dans lesquels on met des petites purées de légumes. On peut faire plein de choses. Des repas où vous savez que ça sera apprécié. Puis des repas où vous vous dites, allez, ce soir, c'est un peu de challenge. Vous faites à manger. Quand t'apportes l'assiette, t'es à peu près sûr, ou tu sens que ça va pas, tu vois, tu sens que ça va coincer, mais tu le fais quand même parce que ça fait partie de la découverte et tu te dis, bah, si c'est pas mangé, c'est pas grave. Ça fait partie d'apprendre à être flexible face à son assiette. Ça fait partie d'apprendre la découverte, etc. Et comme ça, d'un soir à l'autre, en fonction de toi aussi. C'est important de se préserver parce que là, en fait, on est en train de courir un marathon, quoi. On fait pas un sprint. Donc, on a quand même parlé de jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc, faut pas s'épuiser, il faut tenir la durée, etc. Donc, en fonction de toi, ton énergie, certains soirs, tu fais des choses faciles qui plaisent aux enfants. Un enfant, il a le droit de manger des monsieur sourire, ok. D'accord, c'est industriel, etc. Mais le monsieur sourire, c'est chouette. Donc, tu vois, on peut manger des petites choses comme ça et le lendemain, tu peux proposer un petit plat un petit peu plus de challenge et tu vois, tu fais découvrir parce que ce soir-là, t'as un peu plus de temps, etc. Donc, c'est vraiment une alternance. Faut pas se mettre de pression et il ne faut pas peser, ne pesez pas l'alimentation de vos enfants parce que ça, on y arrive de plus en plus. Il y a quand même une tendance à peser l'alimentation des enfants. Vos enfants, un des nutriments le plus important, c'est les lipides, tu vois. Donc, mettez du gras, allez-y, faites rôtir, mettez des huiles, mettez de la crème, mettez du fromage, allez-y, quoi. Donc, voilà, il faut un petit peu alterner avec tout ça. Est-ce que quand tu
proposes à tes enfants un plat un peu plus challengeant et qu'ils le refusent, est-ce que c'est une bonne stratégie de dire bon bah ok t'en veux pas, je te cuisine autre chose, ou comment est-ce que tu vois t'abordes ça, parce que des fois on peut vite se retrouver à cuisiner 4 plats différents pour 4 enfants différents, tu vois ce que je veux dire, pour les goûts et couleurs de chacun, et à la base on voulait juste introduire quelque chose de nouveau. Donc comment on se sort de cette spirale? C'est quoi les recommandations? Tu ferais quoi comme recommandation? C'est vrai que c'est un peu le piège, ça. Tu vois, tu veux pas ça, bah t'inquiète, je te sors quelque chose, parce que tu te retrouves à faire tout ton frigo. Moi, j'ai déjà des parents en consulte, ils ont été jusqu'à 6 ou 7 plats à proposer, parce que là, la première fois que tu vas faire ça, ton enfant, il va accepter le deuxième. Mais plus tu fais ça, plus il va te faire sortir 6, 7, 10 plats. Donc en fait, déjà, on ne propose pas un autre plat. Si ton enfant ne mange pas, on ne propose pas. Alors, bien sûr, on se met quand même dans leur basket, donc on leur met un aliment ami dans l'assiette, et puis peut-être que le soir où tu fais un petit plat un petit peu de challenge, tu peux mettre, je sais pas, une tranche de pain avec, enfin tu vois, tu mets toujours un aliment ami, un aliment qui va les rassurer, quelque chose de nutritif où tu sais qu'ils vont manger ça, puis tu peux faire varier les pourcentages, tu peux mettre 70% d'aliments amis, 30% d'aliments découvertes, enfin tu vois, t'es pas obligé d'arriver avec ton gratin de choux de Bruxelles et dire bon les gars, c'est ça ou c'est rien, terminé, tu vois, il y a un espèce d'entre-deux à avoir, donc. Mais par contre, on évite de servir un autre plat. Ça, c'est sûr. Il vaut mieux plutôt jouer sur l'aliment ami. Et puis après, tu vois, cette idée de repas au centre de la table, ça marche plutôt bien, parce que quand tu veux faire, je sais pas, prenons un couscous, n'importe quoi, bah tu peux très bien mettre la semoule d'un côté, les légumes d'un autre, les pois chiches de l'autre, et finalement chaque enfant. Et ça, c'est vrai, quand t'as des fratries, c'est pas simple de faire quelque chose qui plaise à tout le monde. Hein. Mon Dieu, c'est un casse-tête. Hein. T'en as un qui aime pas ci, l'autre qui aime pas ça. Et du coup, ce repas un peu au centre de la table où tu mets plusieurs plats et chacun se fait sa petite assiette. Les enfants, ils adorent les trucs à composer. Franchement, ils adorent se faire leur petite pizza, se faire leurs petites choses comme ça. Et donc, tu proposes ça et chacun se sert. Et ben, ça fonctionne. Ça peut être une solution, en tout cas, quand, par exemple, dans les fratries ou quand tu dois faire à manger un petit peu pour tout le monde. En général, il y a le conjoint aussi qui se mêle à tout ça, parce que il aime pas forcément les mêmes choses non plus, le conjoint ou la conjointe. Et donc, du coup, ça, on peut très bien faire ça. Mais en tout cas, éviter de tomber dans le piège de tu n'aimes pas, donc je te propose je te propose autre chose. Mais ça, c'est, tu vois, le piège qu'ont beaucoup de parents, c'est la peur que l'enfant mange pas. Et en fait, la peur que l'enfant mange pas fait que tu vas adopter une posture parentale qui est pas forcément, qui peut, on va dire, marquer un petit peu plus cette sélectivité alimentaire. Il faut affronter cette peur que l'enfant mange pas. Si l'enfant mange pas un repas, c'est pas très grave. D'accord? Tu as parlé de la fratrie. Je sais que, bon, on est tous d'accord quand on a des enfants, quand tu proposes frites, tout le monde est d'accord. Enfin, il y a des aliments en tout cas sur lesquels bien sûr. La fratrie est tous d'accord. Donc ça, il y a un consensus. Voilà, ça, tu sais que tu vas droit au but, ça va bien le faire. Mais par contre, ce qui est complexe parfois avec la fratrie, c'est il y en a une qui va aller aux toilettes qui se lève, l'autre qui va faire ses trucs, et donc d'un coup ton repas il est complètement désorganisé et ça déclenche le gros bordel au moment du repas. Est-ce que proposer aux enfants de faire un repas sur leur table à eux, adapté, ou en mode pique-nique, ou voilà, changer le fait que ce soit à table dans un cadre très précis, ça c'est une bonne idée, ça aide. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Il y a certains enfants, ça dépend des enfants, il y a certains enfants, ils ont besoin de mouvement. Concrètement, ils ont besoin de bouger. T'as des enfants, tenir assis, c'est hyper compliqué pour eux, etc. Et donc, dans ces cas-là, on peut autoriser le mouvement, mais on peut apporter un cadre. J'avais une amie qui est psychologue, qui avait une super idée. Par exemple, elle avait 3 petites cartes joker. Et chaque enfant avec ses 3 cartes joker, c'était par exemple, tu vas sur un temps de repas assis à table, après on verra les autres solutions, mais sur un temps de repas assis à table, chacun a son joker mouvement, et ça peut être, je sais pas, faire un tour en courant, ça peut être faire ci, et tu sors ta carte joker. Et ça, c'est super intéressant, parce que finalement, toi, tu restes un petit peu maître du cadre, c'est important que tout le monde parte pas dans tous les sens, ok, mais tu autorises aussi le mouvement parce que tu as bien conscience que c'est des enfants et qu'ils ont peut-être besoin de mouvement. Donc ces cartes joker, c'est une piste. Après, tu as les timers, enfin tu vois, finalement, tu as plein d'outils qui peuvent te servir. Et bien sûr qu'après, on peut faire un pique-nique, on peut pique-niquer dans son salon. La petite table pour les enfants, c'est possible. Après, c'est quand même bien de partager le repas avec les parents. Tu vois, pour la discussion, pour le partage de quand même qu'est-ce que tu as fait dans ta journée, etc. Donc ces petites tables pour enfants, ça peut très bien être fait, mais attention que ça coupe pas le lien qu'il y a entre l'enfant et le parent, mais bien sûr que ça peut être fait. Puis ça peut être fait de temps en temps, et puis parfois on revient à table, etc. Mais oui, on peut aussi, t'as des enfants qui vont très bien, franchement, nous on le fait, on le voit au cabinet, hein, ils mangent, tu les mets dans la chaise, ça va pas, ça coince, on fait un pique-nique, on sort une nappe, on les met par terre, ça marche très bien, ils mangent très bien. Bon, si ça marche bien comme ça, moi je dis toujours,
faites confiance à vos enfants. Les parents, souvent, ils ont la peur, tu vois, des mauvaises manières, etc. Mais les enfants, ils savent faire la différence de contexte. Donc, ils savent très bien que si à la maison, c'est comme ça, à l'école, ça peut être différemment, etc. Ils savent s'adapter, il faut leur faire confiance. Et puis, on peut faire ça de façon ponctuelle, après, en fonction de ses valeurs, chacun. Mais on peut autoriser le mouvement pour les enfants à table, bien sûr. Mais c'est bien de garder un cadre. Par contre, il faut faire attention, tu vois, de pas, on veut que son enfant mange, donc pour qu'il mange, je vais laisser l'assiette pendant 2 heures, et puis l'enfant, il va partir, il va revenir. Ça, il faut faire attention de quand même maintenir un cadre, de dire, non, au bout de 20, 30 minutes, l'assiette, elle s'en va. Donc, si tu as faim, c'est maintenant qu'on mange. Tu vois, il y a des enfants où on a besoin de les recentrer, de dire attention. Donc, ça, le timer, tu vois, par exemple, ça peut être une aide, de dire attention. Si tu veux manger, c'est maintenant. Ne laissez pas traîner l'assiette 1h30 pour que votre enfant mange. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cadrer les temps de repas, c'est quand même important. Moi, je dis la cuisine va fermer. Exactement, super. Donc, si vous avez envie de manger, c'est maintenant. Sinon, après, vous savez, la cuisine, elle est fermée et on ne remange pas. Du coup, ça les intrigue un peu. Dire, ah bon, ça ferme la cuisine? Ouais, c'est important. Tu vois, des heures de fermeture, d'ouverture de cuisine, c'est super important. Se dire que on mange pendant. Et si tu manges pas là, tu vas avoir faim. Et ton prochain, on peut leur dire, si tu manges pas là, ton prochain repas, c'est là. Après, l'enfant peut te dire, ok. Peut-être qu'il a pas très faim, donc nous on le respecte. Toujours, il est responsable du combien et du si. Mais par contre, toi, tu cadres quand même son repas. C'est toujours cet équilibre entre, tu sais, en fait, il faut faire un cadre, mais apporter de la souplesse au milieu du cadre. Et ça, je crois que c'est le gros challenge. Ce qu'on fait aussi, nous, quand elles veulent manger sur leur petite table, c'est qu'on vient s'asseoir à côté d'elles et on mange pas forcément avec elles, mais je veux dire, on est là, on discute et en fait, elles se sentent hyper valorisées parce qu'on vient à leur hauteur, on vient dans leur monde, tu vois. Et des fois aussi, mes 2 petites qui sont hyper proches, elles veulent manger que toutes les 2, tu vois, en mode resto. J'adore. Elles ont pas envie d'être avec nous. Et elles ont des choses à se dire. Exactement. Au final, ma grande, elle aime bien parce qu'elle est un temps avec nous. Ouais. Et les 2, elles sont là à faire leur dînette. En même temps, elles mangent, elles font leur truc. Et ça, c'est assez drôle quand c'est pas du tout le temps, comme tu dis. C'est assez exceptionnel, mais c'est mignon de les voir faire leur petit. C'est ça qui fait des souvenirs, tu vois. Je veux dire, tant que c'est fait dans la bonne humeur, c'est positif. Je pense que c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, parfois, le comment est plus important que le quoi. Parce que c'est ça qui fait notre construction plus tard, d'avoir des bons, une bonne relation à l'alimentation, des bons souvenirs et tout. Et ça, c'est super important. Et tes filles qui mangent toutes les 2 à leur petite table, c'est trop mignon. C'est pas pour ça que plus tard, adultes, elles sauront pas être dans un cadre alimentaire. Voilà. Donc, tu vois, c'est ça qui est chouette. C'est tout à fait possible tant qu'on arrive, par contre, à cadrer ce temps de repas, de dire, comme tu dis, à un moment donné, quand même, la cuisine, elle ferme, quoi. Est-ce que les troubles du comportement alimentaire, donc ce que je disais, les TCA, et t'en as parlé tout à l'heure, commencent dès la petite enfance, ou c'est vraiment un trouble dans l'imaginaire, on a associé à l'adolescence? Alors ça, les troubles du comportement alimentaire, ça revêt la différence avec en fait, on te dit que le trouble alimentaire pédiatrique ou le trouble de l'oralité alimentaire, c'est les spécialistes disent c'est une histoire de corps, ça se ressent dans le corps. Le trouble du comportement alimentaire, t'as un facteur quand même psychologique, c'est défini comme une maladie psychologique. Donc ça, je saurais pas te dire parce que tu vois, c'est toujours souvent, moi je ne suis pas formée au TCA. Parce que c'est pas la même prise en charge que le trouble alimentaire pédiatrique. C'est pas la même prise en charge, donc je voudrais surtout pas dire de bêtises. Je saurais pas te dire à quel âge ça peut commencer. Pour moi, il y a une notion de facteur psychologique et de rapport au corps. Après, le rapport au corps, on sait que ça peut commencer très jeune. Tu vois, il y a des études qui montrent qu'à partir de l'âge de 3 ans, certains enfants ont déjà envie de changer certaines choses de leur corps. À partir de l'âge de 6 ans, t'as des petites filles qui voudraient être plus minces. Donc ça peut commencer très jeune. Après, le diagnostic de maladie, entre guillemets, de pathologie, je voudrais pas dire d'erreur sur le trouble du comportement alimentaire, je saurais pas te dire plus. Pour moi, c'est c'est différent des troubles alimentaires pédiatriques. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur la notion de rapport au corps et on le sait, c'est une maladie psychologique. C'est pour ça que je parlais de l'adolescence parce que c'est là où il y a énormément de cas qui sont diagnostiqués et voir est-ce que en tant que parent, on peut se rendre compte chez un enfant qui a déjà ce type de problématique. Mais j'imagine un enfant qui te dit « je suis trop grosse », il y a déjà ça dans le... En fait, tu vois, c'est marrant parce que j'en parlais avec mes collègues au cabinet, parce que quand on a des enfants de 7 ou 8 ans, tu vois, parfois on peut commencer à s'interroger. Et là, moi, j'ai un questionnaire au cabinet. Quand on vient me consulter pour un trouble alimentaire pédiatrique, j'ai un questionnaire qui s'appelle Eating Attitudes, où je vais poser des questions du type « est-ce que tu aimes bien avoir le ventre vide ?» Tu vois. Et en fait, c'est des questions que je vais poser et qui vont me permettre de dire, là, tu vois, il y a peut-être des petits facteurs, je vais l'orienter vers une prise en charge TCA.
Tu vois? Donc en fait, nous, on a un rôle, quand tu travailles dans les troubles alimentaires pédiatriques, bien sûr qu'on te pose la question des TCA et bien sûr que tu as une vigilance sur ça. Nous, on fait pas de prise en charge, mais en tout cas, on peut commencer à essayer d'aller détecter certains comportements. Et en tout cas, on a un rôle préventif dans le sens où, ce qu'on dit, il y a des choses qui se rejoignent, hein. Manger en famille, le rapport au corps, l'image corporelle, tout ça, ça fait partie de la prévention des TCA. Mais en tout cas, voilà, nous, aujourd'hui, dans les troubles alimentaires, c'est comme ça que, moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai un questionnaire pour les enfants un peu plus grands et où je vais me dire, ok, là, attendez, je vous réoriente. Voilà, que ça soit dans ces cas-là. Parce que les TCA, attention, c'est quand même quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère et il faut vraiment se faire accompagner par des gens qui sont formés. Est-ce que les enfants savent se réguler face à leur appétit? Ou est-ce que c'est à nous de dire stop? Quand ils naissent, oui. À la naissance, oui. De manière innée, les enfants ont ils ont une compétence innée de régulation. Tu vois, les bébés allaités, ça, je pense que c'est l'exemple type, hein. C'est souvent l'exemple qu'on prend. Oui, ils ont cette capacité de régulation. Alors, certains ne l'ont pas, mais ça, on est dans des pathologies, mais oui, ils l'ont. Et en fait, c'est tout leur environnement. Et donc forcément les parents aussi qui quelquefois vont venir perturber cette régulation. Tu vois, nous en oralité, on fait attention, c'est des parents quelquefois à qui on a dit il faut réveiller votre bébé pour qu'il mange. Il faut, tu vois, attention, il faut qu'il prenne du poids, Et en fait, à un moment donné, le parent, légitimement, et puis peut-être parce qu'il y avait des besoins médicaux, il va prendre le pas sur cette compétence de l'enfant et il va intervenir et du coup ça peut créer ça. Mais oui, de manière innée, l'enfant l'a, et notre job de parent, un des jobs de parent, c'est de faire en sorte qu'il la garde le plus longtemps possible. Quelque chose dont nous, adultes, on est un petit peu... Un enfant, t'es capable... Tu vois, moi, je trouve ça super impressionnant. Un enfant, tu peux lui donner un Magnum et qu'il le finisse pas. Un enfant qui est bien à l'écoute, tu lui donnes ou en tout cas un cône glacé et il ne le finit pas parce qu'il a eu et il arrête. Je connais peu d'adultes qui savent faire ça, tu vois. C'est plus difficile, tu vois. Moi, je sais pas. Moi non plus, tu vois. Mais il y a des enfants, et surtout quand ils sont tout petits, tu vois, comme ça, quand il n'y a pas eu encore. Mais un enfant n'est vierge de toute conception autour de l'alimentation, de tout, en fait. Et c'est nous par notre environnement. Après, bien sûr que ça, c'est ce qu'on se dit, c'est la théorie. Mais on faut aussi prendre conscience qu'on vit dans une société malheureusement extérieure qui est quand même obésogène. Enfin, tu vois, ça c'est reconnu, on est exposé à de la nourriture tout le temps, partout, plutôt de la malbouffe. Il y en a partout. Les enfants sont ciblés sur ces produits-là. Et donc, du coup, forcément que le parent, il doit avoir un rôle un peu de contrôle. Ça serait mentir que dire non. Parce que malheureusement, la société dans laquelle on évolue, nous donne pas trop le choix. Maintenant, faut réussir à le faire de façon la plus, la plus efficace et la moins perturbatrice possible, et c'est ça qui est pas simple. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est vrai que moi, je suis totalement dans ce que tu disais au début dans la première question, où on a tellement de connaissances autour de la malbouffe, de ce qui est bon. Moi, c'est pas du tout par rapport au corps, mais plus le sucre sur le cerveau, sur le microbiote, tout ce qui est bon pour la santé, finalement, de manière générale. Que des fois, c'est dur d'être face aux demandes de nos enfants qui sont légitimes et bien sûr, et qui te renvoient en plus à toi quand t'étais enfant, où on fait partie de la génération micro-ondes et qui a bouffé que des plats industriels. Céréales au petit-déj, tout ça. Et donc, tu dis, bon, mais j'en suis pas morte, j'aime pas cette expression, mais c'est vrai, ça a été, donc pourquoi est-ce que je veux autant contrôler mes enfants, mais en même temps, les perturbateurs endocriniens, mais en même temps, vraiment tous les additifs qui sont mauvais pour la santé dans les trucs d'enfants. On sait aussi que c'est mal contrôlé, finalement, qu'il y a chez les enfants. Donc, c'est comme tu dis, il y a tellement d'informations. Des fois, on est là, je voudrais contrôler parce que je veux le mieux pour mon enfant. Et comment je fais pour pas lui passer ce stress de la nourriture? C'est ça qui est pas ça. Mais déjà, tu vois, moi, je dis souvent, déjà, ton enfant, il te voit toi. Tu vois, l'éducation, c'est pas que ce qu'il ingère, c'est aussi toi. C'est aussi toi, il te voit toi, ce que tu manges, ce que tu cuisines, ce que t'as dans tes placards. Déjà, parce que déjà si t'en achètes pas, ça aide un petit peu. Voilà, ce que t'as dans tes placards, comment toi tu te comportes face à ton alimentation, je veux dire, moi je trouve, après ça c'est mon avis, je trouve ça plus chouette en matière de prévention, d'alimentation équilibrée, de parler de tout ce qu'on peut ajouter plutôt que de tout ce qu'on peut supprimer. Tu vois, moi j'aime, après c'est ma manière, peut-être que d'autres gens font différemment et heureusement il y a tout, mais tu vois, de dire, plutôt que de venir mange pas ci, mange pas ça, moi je préfère dire mais regarde ça c'est super chouette, regarde on s'amuse en faisant ça, et tu vois, de montrer à l'enfant tout ce qu'on peut ajouter qui est super, et c'est beaucoup plus attrayant. Tu vois, moi la prévention par la peur, j'y crois pas trop, ça marche pas.
Et le contrôle sur les enfants, ça donne en général l'effet inverse. Donc, tu vois, je trouve ça mieux d'être soi, un modèle pour ses enfants. L'activité physique aussi, on parle beaucoup d'alimentation là, mais je pense que l'activité physique a un grand rôle à jouer. L'image corporelle positive et tout ça, moi je suis convaincue que même en mangeant quelques petites choses qui sont pas top, et ben on va réussir à en faire un adulte qui plus tard aura peut-être exactement la même façon de penser toi, ou voire plus évolué. On est peut-être une génération un peu transitoire, tu vois, et il va y aller. Et c'est pas parce qu'il aura mangé 3 barres de chocolat qu'il va pas aller vers ça quand il aura la trentaine. Donc, moi, je dis que l'éducation alimentaire, tout ça, ça ne se résume pas à ce que notre enfant ingère. Donc, bien sûr, il faut avoir un certain contrôle parce qu'on a dans les placards, parce qu'on met dans l'assiette de nos enfants. Maintenant, si ton enfant a un goûter d'anniversaire, c'est pas grave. Enfin, voilà. Ça va aller et on va l'amener. Et je me dis, on est en train de, tu sais, pour moi, c'est une construction, c'est un processus, on y va là, on a toutes les connaissances et on est en train d'y aller et je pense que voilà, en transmettant en tout cas tout ce qu'on peut ajouter, c'est peut-être un petit peu plus pour un enfant plus perceptible. Et puis on peut parler de nutrition à son enfant, tu vois, plutôt que de dire que c'est bon pour la santé, dire les légumes rouges, tu vois, le microbiote, là, tu parlais du microbiote, je parlais à un gastro-entérologue, parler des petites bébêtes dans le ventre, de dire que de telle couleur, il faut manger telle couleur pour nourrir, enfin. On peut parler nutrition à un enfant autrement que par mange pas ci, c'est mal, mange pas ça. Je pense qu'on peut faire de la prévention d'une autre façon. Ouais, c'est Julien Scandi dont tu parles là. Je l'ai interviewé aussi. Il parle de cette méthode où il dit nourrir les bonnes bêtes. Et c'est vrai que je fais avec mes enfants, elles adorent. Elles me disent, maman, là, je nourris mes bonnes bêtes. Exactement. Ah, c'est trop. Mais tu vois, c'est génial. Tu vois, je trouve que c'est 10 fois plus efficace que dire mange pas ça, c'est mal, tu vois. Puis on peut pas, l'enfant en plus il est dans une construction. Et puis tu vois, lui expliquer à quoi servent les aliments. Tel aliment il sert à ça, ça, ça dans ton corps. Tel aliment il t'apporte juste ça. Ça c'est pour plaisir. Ça c'est. Ouais, faire les courses avec son enfant, lui apprendre à cuisiner. Donc au final, moi je suis assez convaincue de manière un parent qui est sensibilisé à ça. Il va réussir. Enfin, vous allez y arriver. Moi, j'en suis sûre. Tu vois, j'en suis sûre parce que un parent qui est sensibilisé, il agit d'une certaine façon, il remplit ses placards d'une certaine façon, et donc il va réussir à amener son enfant sans avoir besoin forcément de tenir un discours via un PowerPoint en 15 slides. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas besoin. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont plus sensibles à la satiété ou, enfin, tu vois, à être plus sensibles à faire une crise d'hypoglycémie, si je sais pas si j'utilise le bon terme, mais s'ils n'ont pas mangé, le comportement est exacerbé, et d'autres qui tiennent mieux sur la durée. Est-ce que ça, c'est chacun déjà dès l'enfance différent? Après, tu sais, il y a ce qu'on appelle notre organisme. En fait, l'alimentation, c'est un apprentissage. Donc, en fait, ton corps, petit à petit, ça, c'est les chercheurs qui ont prouvé, il apprend à manger telle quantité. Et il sait très bien qu'il va tenir tant de temps, etc. Donc après, il y a peut-être des enfants, je sais pas, hein, il y a peut-être des enfants, tu vois, qui ont un peu plus de mal à dire il faut que je mange telle proportion, ça va me tenir tant de temps, ou qui vont avoir besoin, certains enfants ont besoin de manger plus fréquemment, mais comme certains adultes finalement. Il est tout à fait possible d'ajouter des collations dans l'alimentation d'un enfant. Tu vois, il y a des enfants qui vont manger des grosses quantités et qui vont tenir jusqu'au bout, et d'autres, les grosses quantités, ils y arrivent pas. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, ils ont envie de bouger, parce qu'ils y arrivent pas, tu vois. Et ben, on peut très bien ajouter des collations dans l'alimentation d'un enfant. Mais c'est toujours à l'initiative du parent. Tu vois, c'est pas l'enfant qui va venir te dire j'ai faim et toi tu lui donnes, c'est plutôt le parent qui va se dire ok, mon enfant il a toujours faim à 10h, il petit déjeune, il a toujours faim à 10h le week-end, bon bah vas-y, je mets une collation et je propose quelque chose qui est nutritionnellement intéressant. Donc ça c'est possible. Après, il y a en fait, ce que tu dis, la faim, la satiété, ça fait partie d'un sens, c'est l'interoception. Et l'interoception, c'est un de nos sens. Pour l'instant, on le cherche parce que moi, ça m'intéresse énormément aussi ce sujet-là, mais c'est très difficile à étudier vu que c'est à l'intérieur, c'est très difficile à étudier, etc. Et je suis encore à la recherche d'articles, d'études sur ça, mais ces sentiments de satiété, etc. C'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Mais ça veut dire que tu vois, quand ton enfant mange, on parle beaucoup aujourd'hui. Après, on adhère ou pas, mais à l'alimentation en pleine conscience, à essayer de manger lentement, à mâcher, tu vois, quelque chose, apprendre à son enfant à manger un peu lentement, à mâcher, à proposer des aliments qui se mâchent, parce qu'aujourd'hui, nos enfants mangent énormément de choses molles. Il n'y a plus de mastication. Or, on sait que la mastication apporte de la satiété. À dire à son enfant, est-ce que ton ventre, il est plein ou pas? Est-ce que ça gargouille ou pas? Donc, tu vois, je pense qu'on peut avoir un apprentissage d'être à l'écoute des sensations. Vraiment. Après, te dire si certains enfants le font plus, certainement, parce qu'on est tous différents aussi. Voilà. J'ai une dernière question. Comment on fait si le repas est très problématique à l'école et où on n'a pas la maîtrise, on n'est pas là, on ne peut pas accompagner et ça crée un contexte difficile pour l'enfant? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'il y a
Est-ce que c'est autorisé à l'école d'intervenir en tant que parent? Enfin, tu vois, d'avoir ce lien. Comment ça se passe pour ces enfants-là? Bon, déjà, c'est sûr que quand tu as un diagnostic, c'est plus simple. Parce qu'il faut savoir que les enfants pour qui le repas à la cantine, c'est vraiment... ça peut être certain, ils développent une vraie anxiété, tu vois, par rapport à ça. On peut mettre en place des PAI avec les médecins, les pédiatres. Donc, tu vois, au même titre que les enfants qui sont allergiques, on peut le faire la même chose pour des enfants qui ont des troubles alimentaires pédiatriques. C'est tout à fait possible. Ça, déjà, il faut se sentir libre d'en parler avec son médecin ou son pédiatre ou avec un professionnel. On peut parler avec l'école. Moi, je crois qu'il faut parler avec les écoles. Je pars toujours du principe qu'ils sont de notre côté, que moi, j'ai beaucoup de demandes de formation, tu vois, de gens qui interviennent auprès des enfants et disent mais comment et qui sont embêtés parce que ils se disent mais moi j'ai des enfants dans mon groupe, ils mangent pas, je sais pas quoi faire, pas comment réagir. Et quand le parent arrive en disant bah on est conscient, vous voyez ce qu'on a mis nous en place, on travaille sur des petites activités, on travaille sur la découverte, on travaille sur tout ça. Quand on transmet toutes ces infos au personnel de l'école, je suis sûre que c'est possible. Et après, voilà, si vraiment ça coince énormément, on peut prendre rendez-vous. Moi, je dis aux parents, prenez rendez-vous avec la directrice, prenez rendez-vous, il faut parler avec eux, il faut communiquer. Et si vraiment ça coince et que ça ne marche pas, bah, on a le recours du PAI, toujours avec l'accord des professionnels de santé et surtout du médecin et du pédiatre. Mais il y a des solutions qui existent. Enfin, en tout cas, c'est sûr, moi je suis sûre, si votre enfant est en pleurs, moi j'ai déjà eu des cas, ça fait mal au cœur, hein. Ne laissons pas un enfant pleurer à la cantine, non, trouvons des solutions. Et moi ça m'arrive de rédiger des courriers, voilà, pour dire ça serait bien de mettre ça en place, de rédiger des courriers pour les établissements scolaires, de proposer aussi d'accompagner le parent en rendez-vous s'il y a besoin, parce que tu sais, on a toujours tendance à dire que les parents sont un peu trop inquiets, tu vois, que quand c'est un professionnel extérieur c'est un peu différent. Non, bien sûr, il faut faire des choses, il faut que ces temps de repas soient source de plaisir si on veut avancer. Ça, c'est hyper important. À la maison et à l'école. Le plaisir. Exactement. Autour. Ouais. Et pour vous aussi. Et pour nous, exactement. Ouais, pour nous, manger, il faut pas que ça devienne... Manger avec ses enfants, c'est chouette, c'est trop bien, on est à table, on partage. Et si sincèrement, il a mangé 3 haricots verts au lieu d'en manger 10, c'est pas très grave, on avance. Si en vous avez toute l'éducation, vous avez toute l'info, vous êtes dans le jeu, dans l'imaginaire, vous êtes prêt à accompagner votre enfant. Moi, je dis toujours, si votre enfant, il avait du mal à écrire, par exemple, tu vois, les parents, ils accompagnent en séance de psychomote pour écrire, ils sont patients, et tu vois, et ben, je dis avec l'alimentation, c'est pareil, on a cette espèce de volonté que ça soit inné, tu sais. L'enfant, il naît, et hop, il mange varié, tac, les petits céréales, il mange son assiette parfaite, mais non, parce qu'on sait tout ce qu'on veut, donc en fait on a cette espèce de volonté d'un prototype parfait, tu vois, on veut que notre enfant soit dans cette espèce de perfection, mais ça marche pas comme ça. L'éducation est un apprentissage et prenons du plaisir à le faire, et si vous avez toutes les ressources en vous, je suis convaincue que vous allez y arriver, même si votre enfant a mangé une petite barre chocolatée, c'est pas grave, on y va. Du positif. Tu vois, j'ai un collègue qui travaille justement avec des adultes sur les TCA. Malheureusement, dans les TCA à l'âge adulte, dans les consultations, l'enfance revient tout le temps. L'enfance est hyper importante. Donc, construisons des expériences positives autour du repas pour nos enfants. C'est franchement important et c'est ça qui fera que quand ils auront 30, 35 ans ou même avant, eh ben, ils auront envie de cuisiner, d'aller explorer, de s'informer aussi pour que eux, leurs futurs enfants, enfin, tu vois, je pense que ça, c'est super important pour l'avenir. En fait, il faut avoir une vision à long terme plutôt qu'à court terme. Je souhaite qu'ils mangent ces 135 grammes de légumes verts. Même si c'est important aussi, mais tu vois. Merci beaucoup Solène pour toutes ces informations. C'était passionnant. Merci à toi. Et on te retrouve sur ton site. T'es en consultation. T'habites vers Toulouse. Donc tout le monde n'habite pas vers Toulouse, mais si jamais. Et puis sur un super compte Instagram où il y a plein de petites astuces trop chouettes à mettre en place. Merci beaucoup Solène. Avec plaisir. Bonne journée. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.